Bonjour et bienvenue dans l'heure solaire ou comment massifier le développement du solaire en France. Aujourd'hui, on va parler sciences comportementales avec Sean Lyerl, qui a fait toute sa carrière dans la Silicon Valley aux États-Unis et qui est rentré en France pour fonder le cabinet Say Insight, spécialisé dans les sciences comportementales appliquées au digital dans le monde de l'énergie. C'est ça. Donc Sean, on remarque souvent que dans le secteur de l'énergie, il est difficile d'engager l'utilisateur final. Par exemple, dans le contexte de l'autoconsommation solaire, on constate que les utilisateurs ont tendance à continuer à lancer leur machine à laver en heure creuse, alors que ce serait plus pertinent de le faire en heure solaire la journée. Et on a beau donner l'information sous différentes formes à différents moments, on a du mal à faire en sorte que les utilisateurs changent leurs habitudes de consommation. J'ai cru comprendre que tu avais des petites recettes magiques pour mieux interpeller les utilisateurs. Ouais, oui, complètement, et on pourrait presque croire de la magie noire, mais au contraire, c'est une approche qui est tout à fait scientifique. Il y a un vaste corpus académique de ce domaine de sciences comportementales qui nous donne des bases empiriques pour deux choses. D'abord, pour comprendre le comportement qu'on observe, et ensuite, pour trouver des solutions adaptées. Et comment tu ferais dans le cas de cette personne qui continue à faire tourner sa machine en heure creuse ? En fait, on voit tout de suite dans cet exemple-là, c'est une bonne illustration de l'effet de statu quo. Et dans les sciences comportementales, l'effet de statu quo, c'est ce qui explique le fait que l'être humain a besoin d'énormément de souffrance pour changer le statu quo, ses habitudes, des configurations par défaut, des comportements bien ancrés, etc. Par exemple, le taux de désinscription d'email, si tu regardes tout secteur confondu, partout dans le monde, a toujours tourné autour de, en gros, en dessous de 1%, entre 0,5 et 1%. Parce que l'être humain, globalement, va préférer effacer chaque email tous les jours, toutes les semaines, cette newsletter qui continue de revenir, d'effacer ce mail plutôt que de faire les démarches pour se désinscrire complètement. Les recherches qui ont été faites sur l'effet de statu quo, c'est aussi ce qui a motivé la position de la RGPD. Par exemple, le fait d'obliger les acteurs du digital à aller chercher l'opt-in plutôt que l'opt-out. C'est-à-dire que par défaut, plutôt que d'analyser les données par défaut et d'attendre que quelqu'un dise non, moi je ne veux pas, la RGPD oblige plutôt de dire non, il faut aller chercher de manière active le consentement du client pour traiter les données. Ok, et du coup concrètement, dans notre exemple, comment tu ferais pour contourner ce fameux effet de statu quo ? Donc le statu quo, il y a plusieurs choses que tu peux faire. Par exemple, on pourrait imaginer une notification par défaut qui serait programmée dans l'onboarding, dans la première connexion du client pour lui rappeler de reprogrammer son électroménager suite à l'installation. Tu peux même jouer avec d'autres principes comme le principe de normes sociales ou l'aversion à la perte pour le langage de la notification. Par exemple, ça donnerait quelque chose comme afin d'arrêter de jeter de l'argent par la fenêtre, la majorité des clients reprogramment leur électroménager dans les 48 heures suivant l'installation. Mais pour faire encore mieux, tu peux contrer le feu avec le feu, donc établir toi-même un nouveau statu quo. Donc, par exemple, un petit plus dans l'installation pourrait être justement de reprogrammer vous-même l'électroménager du client. Comme ça, le client est face à un nouveau statu quo avec son électroménager qui tourne aux heures solaires. Et il y a très très peu de chances que cet utilisateur viendra après reprogrammer ses machines. Et pour décider comment construire ton produit digital autour de ce type d'insights, tu commences par quoi ? Un benchmark ? Non, surtout pas. Non, on est assez anti-benchmark chez Say Insight parce que en fait, il y a une grande majorité de la UX aujourd'hui, elle est faite sur les bases de benchmark, mais c'est une fausse piste totale. Parce qu'en fait, et comme par hasard, toutes les entreprises qu'on retrouve systématiquement dans les benchmarks, Airbnb, Uber, Spotify et autres, ces entreprises ont toutes des équipes ou des départements entiers dédiés aux sciences comportementales. Et en fait, le benchmark va uniquement te dire quelles sont les pratiques à un instant T, mais pas du tout si ce sont de bonnes pratiques ou si ces pratiques-là sont corrélées directement avec une bonne performance sur le use case particulier qui t'intéresse. Ok, mais c'est un peu obscur, tous ces principes de sciences comportementales. Puis il faut bien commencer quelque part. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques simples, immédiates,
que toi, tu pourrais recommander à une entreprise pour intégrer ces principes dans son quotidien, dans ses projets? Oui, carrément. En fait, il y a 3 choses que tu pourrais faire même dès demain, qui sont très faciles à mettre en place. La première, c'est de commencer à faire davantage ces recherches utilisateurs en observation terrain, plutôt que de faire venir des gens au bureau pour leur montrer des maquettes, etc. Parce que ces maquettes-là, en général, elles vont être pleines de nos propres biais, de ce qui nous intéresse, de ce que nous, on avait envie de faire. Et le retour d'utilisateur va aussi être très biaisé par le fait qu'ils sont venus ici, le contexte, les questions qu'on leur pose, etc. Et les insights terrain, d'aller faire des observations terrain, sont systématiquement beaucoup plus riches que ce qu'on pourrait imaginer, nous, en brainstorm ensemble. Donc ça, c'est la première chose, se mettre en recherche terrain. La deuxième chose que tu peux vraiment faire dès demain, c'est désigner une personne dans ton équipe pour devenir le référent ou la référente en sciences comportementales. Donc soit ça peut être une personne qui va aller à fond formation, même académique ou quoi que ce soit, ou alors tout simplement quelqu'un qui va commencer à faire un peu de veille petit à petit pour se familiariser avec ces différents concepts, peut-être lire des études de cas. Il y a beaucoup de ressources en ligne qui sont très digestes maintenant. Il y a behavioraleconomics.com par exemple qui sort un guide tous les ans qui est très bien. Il y a la newsletter Habit Weekly qui est aussi top. Donc petit à petit, commencer à se familiariser avec ces concepts-là. Évidemment, pour mettre un gros coup d'accélérateur, on peut toujours se faire accompagner par une structure comme ces Insights. Et la troisième chose aussi très importante qu'on peut faire dès demain, c'est d'arrêter de faire du bench et de vraiment se challenger pour se dire est-ce qu'on prend vraiment nos décisions en UX, nos choix produits sur des bases empiriques. Par exemple, si on a un portail client ou même un email et qu'on a une liste d'informations à montrer, est-ce qu'on va mettre les informations les plus importantes en première et en dernière position parce qu'on sait de manière empirique que c'est ces éléments-là que l'être humain retient le mieux, ou est-ce qu'on va agencer cette liste d'une manière qui à nous paraît logique ou de la même manière qu'on a vu dans une autre appli plutôt que de vraiment faire ça sur des bases empiriques. Donc si on veut réussir un produit digital, les sciences comportementales sont essentielles à prendre en compte. Et concrètement, sur mon client qui doit démarrer sa machine en heure solaire, si je dois avoir 3 actions à faire, je vais désigner une personne responsable dans mon équipe, aller lui faire observer une pause d'une installation solaire, et puis troisièmement, prendre des décisions et être capable de les justifier sur des bases empiriques. C'est ça, exactement. Et ben, merci beaucoup, Sean. Et on sent bien qu'il y a encore beaucoup à apprendre sur le domaine des sciences comportementales. Avec grand plaisir. Merci. Merci.